Good morning. Le président, bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur Witch. Le président, oui, monsieur Tigue, vous avez la parole. Monsieur Tigue, merci, monsieur le président. Madame, messieurs les juges, en réponse à votre question, le 2 octobre 2014, à la page du compte-rendu d'audience 48033, demandant une précision concernant la référence dans la mémoire en clôture de l'appel du chef 7 par rapport à Srebrenica. Madame, messieurs les juges, vous avez raison. Nous avons par le passé déclaré que le chef 7 n'est pas retenu par rapport à Srebrenica. Et bien évidemment, nous maintenons cette position. Nous vous remercions, madame, messieurs les juges, pour nous avoir donné l'occasion de corriger le compte-rendu d'audience. Nous ne demandons pas à ce que vous concluiez que Karadzic est responsable pour le crime d'expulsion au chef 7 par rapport à Srebrenica. En outre, après les plaidoiries de la défense, la Chambre de première instance a demandé pourquoi l'accusation ne pouvait pas faire cette déclaration à l'égard des événements et des accusations à propos desquels aucun élément de preuve n'a été présenté après la plaidoirie par 73 bis et 48 033 du compte-rendu d'audience. Je vais en conséquence vous donner ma réponse. L'accusation n'a pas l'intention d'explorer plus avant les événements et les accusations contre l'accusé qui ont été exclus en vertu de l'article 73 bis. Le président, je vous remercie. Monsieur le président, madame, monsieur le juge, après avoir parlé de l'expulsion, note de l'interprète, veuillez remplacer plaidoirie par réquisitoire, s'il vous plaît. Après avoir entendu tous les éléments de preuve, ainsi que les plaidoiries et les réquisitoires respectivement, quels événements en particulier sont reprochés au titre de l'expulsion dans les municipalités? Monsieur Tigui, il serait difficile d'en énumérer la totalité. Le président, qu'est-ce que cela engloberait, par exemple, question l'ensemble de l'entreprise criminelle commune globale. Donc, je vais voir s'il y a une façon résumée de vous le présenter à l'intention des juges de la Chambre, plutôt que de parler de toutes les accusations. Le président, lorsque vous reviendrez vers nous, est-ce que vous pouvez vous adresser aux juges de la Chambre quant aux éléments distinctifs de l'expulsion par opposition au transfert forcé, en particulier s'agissant de l'élément moral, la mens rea de l'accusé? Question, bien. Le président, veuillez poursuivre. Je vais donc continuer. Je vais maintenant aborder certaines des positions adoptées par l'accusé lors de ses plaidoiries. À la page du compte-rendu d'audience 47 885, le docteur Karadzic a déclaré qu'il n'avait pas introduit un état de guerre dans la Republika Srpska, de sorte à ce que la vie ordinaire des citoyens ne devienne pas ou ne soit pas militarisée. Fin de citation. Ceci est erroné. Hormis le fait que ceci aurait changé peu de choses pour les citoyens ordinaires, confère par exemple la pièce P 970, pages 104 et 334, la véritable raison pour laquelle Karadzic n'a pas introduit un état de guerre était de faciliter la tâche qui consistait à ne pas permettre le retour des non-serbes qui avaient été chassés, chose qu'il a expliqué à l'époque lors d'une séance devant l'Assemblée en septembre 1992. Discussion à la pièce D456 lorsqu'il a abordé la question des frontières de la Republika Srpska et le fait que l'on marque une séparation les musulmans et les croates. À l'époque, Karadzic a fait une distinction entre, je cite, les frontières externes, celles qui séparaient la Bosnie-Herzégovine de la Serbie ou de la République serbe de Krajina en Croatie, et les frontières internes, entre guillemets, à savoir celles qui séparaient les bosno-serbes des musulmans et des croates en Bosnie. Et il a dit, et je cite, « Nous accepterons les frontières externes à condition que nous obtenions les frontières internes, mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre les frontières internes plus épaisses que les frontières externes, sans le dire publiquement. »
nos frontières du côté des musulmans et des Croates doivent être plus larges que les frontières en direction de la Serbie et du Monténégro et de la Krajina serbe. Fin de citation, confère pièce D 456, page 55. En d'autres termes, les frontières plus larges, plus épaisses qui séparent les Serbes des musulmans et des Croates les empêcheraient de retraverser ces frontières et de changer la nouvelle donne démographique. Karadzic a ensuite expliqué pourquoi un état de guerre n'avait pas été imposé, la page 57. Nous nous sommes abstenus d'introduire un état de guerre parce qu'il est beaucoup plus important, beaucoup plus fondé et réalisable si quelque chose est fait par les autorités civiles sans qu'il y ait un état de guerre dans des circonstances régulières, c'est-à-dire sans qu'il y ait installation et réinstallation. Lorsque les autorités civiles s'en occupent, c'est préférable et cela n'est pas écarté après la guerre. Donc, contrairement à ce qu'a affirmé Karadzic la semaine dernière, à savoir qu'il s'est abstenu et n'a pas introduit un état de guerre pour qu'il y ait des conditions normales de vie dans la Republika Srpska, il l'a fait pour s'assurer qu'il y ait le transfert forcé pour toujours, en précisant que si les personnes étaient déplacées et installées ailleurs, dans ce cas, par les autorités civiles et en place, qu'il n'y aurait pas annulation de ceci après la guerre. Alors, à lui tout seul, à elle toute seule, cette affirmation permet de dire que ceci est faux et que les citoyens qui ont quitté le territoire ne pouvaient plus rentrer chez eux, même s'ils le souhaitaient. Affirmations qui ont été reconnues par la communauté internationale à l'époque comme étant quelque chose qui n'était que des balivernes, parce que dans le contexte d'un nettoyage ethnique en cours. Confère paragraphe 80 du mémoire confidentiel de l'accusation. Alors, même si le docteur Karadzic ne pouvait pas faire passer ceci auprès de la communauté internationale à l'époque, il essaye de le faire passer aujourd'hui à vous, Madame, Messieurs les juges, lors de la présentation de ces arguments. À la page du compte-rendu d'audience, 47 899 à 48 029. À 47 899, il dit avoir rejeté les allocutions des membres des députés du Parlement qui indiquaient que les réfugiés ne pouvaient pas revenir et que la mosquée avait été détruite. Et qu'après cette réunion, il a signé une déclaration qui aurait permis le retour des réfugiés. Cette référence à sa réaction à l'occasion faite devant l'Assemblée est encore une fois une description erronée et manifeste de ce qui s'était passé. C'est tout à fait l'inverse qui est vrai. Ce député, Vestica, n'a pas dit que les réfugiés n'allaient pas pouvoir revenir. Il exprimait son inquiétude, à savoir la dernière proposition de paix leur aurait permis de revenir. Et Karadzic lui a donné ses assurances, ainsi qu'aux membres de l'Assemblée, que ceci n'était pas exact et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Comme il l'a expliqué, et je cite, « C'est ce qui a été dit au sujet du contrôle des frontières. Il y aura des barbelés pendant 10 ans. » Fin de citation. Il s'agit de la pièce P 1379, pages 25 à 26. Et comme l'a dit Karadzic lors de la 46e Assemblée, à la pièce P 1408, page 1403, page 157, ces forces avaient donné lieu à de nouvelles réalités démographiques qu'il avait l'intention de conserver. Nous avons créé de nouvelles réalités. Si vous voulez donner Zvornik aux musulmans dans ce cas, il faudra faire une nouvelle guerre pour expulser ces Serbes et les renvoyer à Zenica. Fin de citation. Et Karadzic a assuré à ses partisans qu'il allait maintenir sa position malgré
un engagement qui aurait été fait pour que ces personnes puissent rentrer dans le cadre des accords avec la communauté internationale. Donc, parce qu'un député, le président du club des députés, Vojtech Maksimovic, a ouvertement dit qu'il était interdit aux non-serbes de revenir sur les territoires contrôlés par les Serbes et a exprimé son inquiétude quant aux propositions de paix qui permettraient le retour des musulmans et des Croates en déclarant ainsi « L'idée d'avoir 500 ou plus de musulmans au sein de notre futur pays est hors de question. » P 1385, page 126 à 127. Lorsqu'il a exprimé son inquiétude, Karadzic a expliqué sa stratégie qui comporterait un semblant de respect du principe de retour, mais qui ne serait pas autorisé dans la pratique. Pour ce qui est du retour des réfugiés, je dois donner une réponse à la question de Voyo. D'après le droit international, nous n'avons pas le droit d'interdire le retour des réfugiés. En principe, tous les réfugiés peuvent revenir, mais je souhaite ajouter une phrase. Cela doit être un processus qui fonctionne dans les deux sens. Pourquoi insistez-vous sur ce processus qui doit marcher dans les deux sens? Et ensuite, Karadzic l'a expliqué à l'Assemblée, et je cite « Lorsque les Serbes de Zvornik reviennent à Zenica, à ce moment-là, les musulmans de Prijedor reviendront à Prijedor. Par conséquent, cela doit être un processus qui marche dans les deux sens. » Fin de citation. Page 132 de correspondance à cette séance de l'Assemblée. Et dans le cas où ceci n'était pas suffisamment clair, il a réexpliqué à nouveau lors d'une autre séance de l'Assemblée, la 35e Assemblée en 1995. Et lorsque la dernière question a été présentée concernant le libellé, le droit des réfugiés et des personnes déplacées à revenir chez elles, fin de citation, Karadzic, encore une fois, a insisté pour dire que la Republika Srpska insisterait pour qu'il y ait un processus général. Et il a expliqué comment ce processus général, en réalité, empêcherait les non-serbes de revenir. Ce qui signifie que les musulmans de Kozluk peuvent revenir à Kozluk. Si les Serbes de Kozluk retournent à Zenica, s'ils ne souhaitent pas y revenir dans ce cas, et s'ils ne peuvent pas revenir, dans ce cas, il nous faut une nouvelle guerre pour qu'il y ait un échange. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours insister là-dessus. Donc, un processus général ou pas de processus du tout. Fin de citation. Karadzic a ainsi signalé que sa tactique était intelligente, et je cite « Nous pouvons agir de la façon cyrillique et serbe et leur dire en face, ou nous pouvons être un petit peu rusés. Nous devons être un petit peu rusés. » Fin de citation. L'approche rusée de Karadzic n'a trompé personne alors et ne devrait pas vous tromper non plus aujourd'hui. At transcript 47861, Karadzic challenged the prosecution. Au compte-rendu, page 47, 861, Karadzic a contesté les positions prises par l'accusation au sujet du plan Cotillero. Je cite, « Nous avons accepté les cartes et j'ai dû dire aux députés que nous n'acceptions pas ces cartes parce qu'autrement, nous aurions une situation très difficile au Parlement. » Fin de citation. Et Cotillero, qui est venu témoigner pour Karadzic, a dit clairement que les affirmations de Karadzic, au terme desquelles il aurait accepté les cartes, est fausse. Cotillero a expliqué que la carte qui a été attachée à la déclaration de principe avait été une carte préliminaire, comme il l'a dit, qui reflétait les majorités absolues et relatives au niveau des municipalités au travers de la Bosnie. Page de compte-rendu 33 962, 33 965. Rien n'avait été formulé de façon à accepter ou pas accepter. Ça présentait la situation telle qu'elle se présentait et par conséquent, c'était le point d'issue ou le point de départ
de toutes des discussions futures. Et comme Cutillero l'a dit dans son témoignage, il était clair que toute décision pour savoir quelles seraient les entités dans les différents territoires, cela ferait l'objet de discussions à venir. Et par conséquent, d'après les propos de Cutillero, il s'agissait de créer un groupe de travail pour que ces frontières soient définies de façon précise. Mais, je cite, cela n'a jamais été fait. Fin de citation. Page de compte-rendu d'audience 33 961. Et bien que Karadzic insiste pour dire le contraire, non, cette affirmation qu'il fait maintenant, il ne l'a pas présentée à son propre témoin Cutillero. Il n'a jamais laissé entendre à Cutillero qu'il était dans son tort lorsqu'il avait affirmé que jamais les choses n'avaient bougé du point mort pour ce qui est de cette carte dénuée de sens qui était rattachée à la déclaration de principe. Cutillero a clairement fait savoir aussi que ces négociations n'avaient jamais abouti à un accord. L'accord de principe était un premier pas, un pas préliminaire pour ce qui est des négociations à venir. Compte rendu d'audience 33 955. Karadzic lui-même a souligné que cela n'était pas définitif et que c'était une déclaration de principe, qu'il n'était pas un accord final et qu'il n'avait pas d'ailleurs l'intention d'honorer les principes préliminaires. Il a d'abord rassuré son Parlement en disant que le document n'était pas définitif et qu'il n'avait pas été signé, je cite. D90, page 6. Puis il a souligné que lui, je cite, ce document, jamais, 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 il ne le signerait. Fin de citation. D90, page 43. L'une des raisons pour lesquelles cet accord de principe avait été tout à fait inacceptable pour Karadzic, c'était, et Cutillero l'a confirmé à la page 33 958, le fait que ça aurait fait de la Bosnie un État unique. En février 1995, une fois que Karadzic avait réussi à créer par la force des États monoethniques, ou un État monoethnique serbe, Karadzic dit, je cite, la première des positions d'après les principes de Cutillero, si vous vous en souvenez, c'est que la Bosnie est un État composé de ceci et de cela. Mais il a dit à chaque fois que la Bosnie était un État, or nous ne l'avons jamais accepté. Fin de citation. Il s'agit de la page de la PSP 1407, page 16. Par conséquent, cette référence aux accords de Cutillero faite par Karadzic avait pour objectif de justifier la réalisation de l'entreprise criminelle commune, et cela ne s'est pas seulement avéré être conceptuellement faux, mais c'était sur des bases fausses. Et si nous parlons de faux ou de falsification, page 47 867, Karadzic dit que le tableau établi par Eva Tabo montre que plus de musulmans ont quitté les municipalités après les accords de Dayton qu'avant. Une fois que la guerre s'est terminée, lorsque les frontières sont devenues clairement délimitées, les gens ont commencé à déménager. Jusque-là, ils étaient restés chez eux, bien qu'ils aient eu la position d'emprunter les convois pour s'en aller, mais ils n'ont pas profité de cette opportunité. Alors cette affirmation étonnante se base sur une manipulation au niveau de l'un des tableaux établis par le docteur Tabo à l'occasion du contre-interrogatoire, page 28 349 à 28 371, lorsque Karadzic a demandé quels étaient les pourcentages des gens qui avaient quitté leur maison après la guerre en comparaison avec le pourcentage qui avait quitté leur maison entre 91 et 95. Peut-être pourrait-on se pencher sur deux municipalités à titre d'exemple, Prijedor et Sanskimos, deux municipalités dont j'ai parlé la semaine passée, ou les semaines passées. Et d'après la pièce P 5010, page 4, tableau 2A, et témoignage de Mme Tabo, page 2869 à 2870, à Prijedor, en 1991, il y avait 49 351 musulmans. 42 000 sont partis en 1993 et 3 600 sont restés en 1995. De même, d'après ce tableau,
28 136 musulmans résidaient à Sanski Most en 91, 24 000 sont partis en 93 et à peu près 3 350 sont partis en 95. Et bien que les sources de l'ARS, pour ce qui est des chiffres du milieu du conflit, diffèrent des informations statistiques des sources de Mme Thabot, ceci montre quand même que la grande majorité des musulmans étaient partis avant 95. Et ce n'est pas conforme à ce que le docteur Karadzic a dit, parce qu'il avait insisté à l'occasion du contre-interrogatoire pour dire que le pourcentage du déclin de la population musulmane entre 95 et 97 était crucial, bien que cela est tout à fait soit dénué de sens, parce que cela nous induit dans l'erreur, étant donné que la modification de la composition au niveau de la population s'est majoritairement faite avant cela. Et présenter ce type de données nous induit dans l'erreur. Il suffit de se pencher sur les statistiques, parce que, à Priedor, ce pourcentage entre 95 et 97 est plus grand que ce que l'on avait eu avant. En tout état de cause, le docteur Karadzic fait référence à des arguments dénués de sens et dénués de pertinence, plutôt que de parler de chiffres exacts, et plutôt que de le faire, il parle de pourcentage, en espérant que personne ne s'en rendra compte. Mais nous pouvons dire, nous pouvons constater qu'il dit qu'il serait en faveur du retour de tout un chacun, plutôt que de voir l'expulsion des uns ou des autres. Alors, il convient de se pencher sur ce qui suit. Contrairement aux affirmations de la défense, ce point ne se réfère à aucune preuve concrète que la Chambre d'appel a cité en exemple, parce qu'il suffisait de prendre pour exemple les éléments qui ont été avancés en application du 98 bis, parce qu'il s'agit là d'exemples qui apportent des éléments de preuve qui sous-tendent ce qui a été constaté. En substance, on a voulu limiter les conclusions qui ont été adoptées dans d'autres affaires, Brzenin-Stakic, et même dans l'affaire Eichmann. Et comme vous avez constaté la chose, comme l'ont dit les juges de la Chambre d'appel, et je fais référence au même argument, paragraphe 94 de leur décision, la présente Chambre doit prendre en compte le point 1 qui reprend la totalité des éléments de preuve qui ont été consignés dans cette affaire. Pour déterminer l'intention de l'accusé, il y a lieu de prendre en compte dans tout le dossier la conséquence qui découle des actes qui lui sont attribuables. Un grand nombre des actes de destruction perpétrés contre les communautés croates et musulmanes l'ont été par son armée et la police. Dans les autres affaires, les accusés n'étaient quant à eux ni président de la RS, ni commandant suprême. Karadzic lui-même a interrogé tant Stakic que Berjanin, et l'ordre d'opposition mettant en lumière l'autorité limitée qu'ils exerçaient sur ces organes. Il a présenté des preuves selon lesquelles, par exemple, que Stakic ne pouvait donner des ordres à l'armée ou à la police. D. 4195, paragraphe 21. Des organes qui, de l'aveu même de Stakic, étaient responsables de nombreux actes de destruction. T. Le compte-rendu d'audience 45 220 à 222. Et selon lesquels Berjanin n'exerçait pas d'autorité de commandement sur l'armée. D. 4034, paragraphe 38. Karadzic cherche à présent à présenter des analogies avec leurs affaires qui sont rendues sans fondement du fait même des preuves qu'il a lui-même obtenues. De surcroît, la défense passe sous silence le fait que l'affaire Stakic ne comportait pas d'entreprise criminelle commune qui montait jusqu'à Karadzic, même si la Chambre de première instance s'est donné la peine de relever des indications selon laquelle il en existait une. Paragraphe 551.
Si Stakic ne commandait pas l'armée et la police, qui ont eu une participation assez importante aux actes de destruction à Prijedor, la Chambre d'appel de Stakic a jugé, sur la base du dossier en l'espèce, qu'une chambre de première instance raisonnable aurait pu juger Stakic responsable de génocide, même si elle n'était pas disposée à casser la décision de la chambre de première instance. La défense a également invoqué l'affaire Eichmann et a prétendu que le fait de ne pas avoir condamné Eichmann de génocide pour les 2 années au cours desquelles les Juifs n'ont pas été expulsés ni déportés, mais ont été déportés mais pas exterminés, soutient cette position. Mais ce n'est pas le cas. L'affaire Eichmann, qui faisait une distinction entre les périodes de déportation et d'extermination, ne fait que confirmer ce qui est déjà évident, à savoir que le transfert forcé lui-même ne constitue pas un génocide, comme je l'ai moi-même évoqué dans ma plaidoirie, et 1 ou 2 actes de génocide ajoutés à des déplacements forcés ne transforment pas ces déplacements ipso facto en génocide. Mais nous sommes très loin du compte ici, avec des milliers et des milliers d'actes de génocide. En invoquant l'affaire Eichmann, la défense cherche à prétendre qu'il s'agit d'une affaire d'expulsion plutôt que de génocide, comme si l'un excluait l'autre. L'intention génocidaire comporte souvent le déplacement forcé d'une partie importante de la population. Regardez tout simplement les précédents de Srebrenica au sein de ce tribunal et vous verrez que les actes de description et les déplacements forcés se combinent très efficacement pour refléter l'intention génocidaire. Comme le juge Chaboudine l'a dit, je cite, « En soi, le déplacement forcé ne constituait pas un génocide, mais en l'espèce, le déplacement n'était pas seul, il faisait une partie intégrante d'un plan unique de commettre un génocide comportant des meurtres, des déplacements forcés et la destruction de résidences. » Jugement d'appel de Kersich, avis séparé du juge Chaboudine, paragraphe 35. La détermination de l'intention génocidaire provient, en plus des preuves directes provenant de l'accusé directement, donc provient de l'effet combiné des actes que l'accusé a intentionnellement infligé à la communauté et à ses sources d'existence. L'évaluation de cet effet combiné sur la communauté tient en compte nécessairement le déplacement forcé, en plus des meurtres et autres actes génocidaires. De la même manière, peu importe si le motif de la destruction, par exemple, créer un territoire sécurisé et séparé sur le plan ethnique, aurait pu être réalisé par des moyens autres que la destruction de la communauté. Cela importe peu, disais-je. La question est celle de l'intention qui accompagne les actes de destruction et de génocide. Et lorsque l'on tue des milliers de personnes, lorsque l'on en traumatise et affaiblit des milliers d'autres, lorsque l'on détruit leurs maisons, lorsqu'on les traumatise, lorsque l'on détruit leurs maisons et leurs objets sacrés, qu'on les éparpille aux 4 vents, l'intention de détruire cette communauté est la seule conséquence la seule conclusion qui s'impose. Enfin, la défense fait quelque chose qu'elle a fait lors de toute sa plaidoirie. J'ai une question, monsieur, dit le président, avant de poursuivre. Vous avez fait une distinction entre l'affaire de l'accusé et l'affaire de Stakic et Prigozhin. Quelle est la distinction que vous feriez entre cette affaire et l'affaire de Krajišnik en l'espèce? Réponse. Il faudrait que vous regardiez le dossier et les moyens de preuve qui figurent au dossier, mais comme vous le savez, sur la base du témoignage de M. Krajišnik ici, il n'était pas commandant suprême et ne le prétendait pas d'ailleurs. Et donc,
les preuves utilisées pour le jugement n'utilisaient pas ces constatations. Qui plus est, l'expression de l'intention viennent de la bouche même de l'accusé. Il y a une série de distinctions qui caractérisent cette affaire, en plus des nuances en ce qui concerne les preuves et la totalité des moyens de preuve avancés que vous devez évaluer. Qui plus est, si tant est qu'une telle distinction était pertinente, il faudrait que la Chambre détermine la mesure dans laquelle d'autres chambres se soient enferrés dans cette prétendue distinction ou dichotomie entre transfert forcé et génocide, sans tenir compte d'une contribution éventuelle que les déplacements forcés pourraient avoir dans la détermination d'une intention génocidaire. Il y a plusieurs différences avec l'affaire Kraïchnik, mais comme je l'ai dit, c'est à la Chambre, ici, qu'il appartient sur la base de la totalité des moyens de preuve avancés, qui, à mon sens, ne possèdent pas de précédent. Donc, d'évaluer si, ou de déterminer si les actes génocidaires attribuables à M. Karadzic étaient accompagnés de l'intention nécessaire. Monsieur le Président, est-ce que je peux poursuivre? Le Président, j'attendais la traduction. Oui, vous pouvez poursuivre. Merci, Monsieur Tiegar. Monsieur le Président, je parlais de motifs. Et j'avais dit que ce n'est pas le motif qui importe, mais bien l'intention. Ensuite, j'ai indiqué que la défense s'est livrée à un exercice que l'on voit constamment dans son argumentaire. La défense a essayé de présenter une interprétation anodine des propos répétés de M. Karadzic au sujet de l'extinction, l'annihilation et du bain de sang qui attendait les Croates et les musulmans. Et ce faisant, il vous invite à examiner les preuves isolément sans tenir compte de la systématicité des crimes commis. Alors, pris isolément d'autres déclarations et du contexte général, et c'est très important, la signification de ces déclarations pourrait théoriquement se prêter à plusieurs interprétations différentes. Mais il se trouve que ces déclarations n'ont pas été faites dans le vide. Elles ont été prononcées par le dirigeant le plus puissant des Serbes de Bosnie, un homme aux commandes des forces qui mettait en œuvre ces politiques par le biais d'innombrables actes de destruction contre les communautés croates et musulmanes de Bosnie. Ces actes qui révèlent une claire intention de détruire le fondement même de l'existence de ces communautés réfute les interprétations fantaisistes les interprétations fantaisistes des déclarations de Karadzic et les confirme comme étant des expressions directes de son intention. Je voudrais à présent aborder Sarajevo. Après, dans le cadre de la discussion sur les tentatives de manipulation du tableau statistique, je voulais vous présenter, démonter pour vous du charlatanisme statistique. L'accusé prétend, en ce qui concerne Marcalé 1, que Zečević a déclaré que le projectile est entré à un angle de 60 degrés, mais avec une marge d'erreur de 33%. C'est ce que dit l'accusé. Cela signifie, selon Karadzic, que l'angle aurait pu être de 40,2 degrés à 79,8 degrés, ce qui est une fourchette très très large, ce qui signifie qu'il aurait pu avoir été tiré par tout le monde à l'exception des Chinois. Ça figure au compte rendu d'audience, page 48005. Ces statistiques n'ont rien à voir avec l'analyse de Zečević et tout à voir avec les manipulations statistiques toutes particulières de Karadzic. Alors, voyez comment il aboutit à cette conclusion. Premièrement, sur la base de la configuration des bâtiments aux alentours, tous sont d'accord pour dire que les angles minimum et maximum
auquel les projectiles auraient pu descendre était entre 50 degrés et 85 degrés, donc à l'intérieur de cette fourchette de 35 degrés. Deuxièmement, Zečević avait calculé en fait que le projectile était tombé à un angle de 60 degrés à plus ou moins 5 degrés. Troisièmement, la marge d'erreur du docteur Zečević de 10 degrés reflète approximativement 33% de la portée totale de 35 degrés. Une marge d'erreur que l'expert de Karadzic, Alsop, avait convenu d'appeler généreuse, pour reprendre son propre terme. Quatrièmement, sans fondement mathématique ni documentaire, Radovan Karadzic réaffirme que la conclusion de Zečević de 60 degrés, avec une marge de 33%, devrait se voir ajouter une nouvelle marge d'erreur de plus ou moins 20 degrés et l'attribue à Zečević, alors qu'en fait Zečević a dit que c'était plus ou moins 5 degrés. Et toute cette logique tortueuse n'est qu'un effort pour cacher ce qui est important, à savoir que lorsque l'expert du docteur Karadzic, M. Alsop, s'est vu demander si la marge d'erreur généreuse de Zečević de plus ou moins 5 degrés répondait à toutes les interrogations d'Alsop sur les variables possibles et donc permettait de déterminer suffisamment précisément la distance de tir, lorsqu'on a demandé cela au docteur Alsop, il a répondu que oui. Je me réfère à la page 29 508 et 509 du compte-rendu. Pendant ces affirmations sur Sarajevo, le docteur Karadzic a affirmé d'un point de vue général qu'il y avait une sélectivité du chef de l'accusation. Et il essaye d'étayer cela avec un exemple repris à la page 48 du compte-rendu. Il affirme que l'accusation n'avait pas cité dans son intégralité un document où la dernière ligne qui est omise révèle le contraire de ce qui est affirmé. Et en fait, c'est Radovan Karadzic, là encore, qui a omis la partie essentielle du document. En fait, il faisait référence à un extrait du journal de Banbury qui citait Radovan Karadzic comme ayant dit, et je cite, « La riposte est productive. Lorsqu'il bombarde Doboj et que nous ripostons, c'est efficace. » Vous le voyez à l'écran devant vous. Fin de citation. Et le Radovan Karadzic a montré au juge de la Chambre ce transparent. On y voit que le général Janvier s'adresse à Karadzic sur cette riposte qui ciblait des civils et que Radovan Karadzic a nié cela avec force en disant non, des cibles militaires. Et je cite. Et en fait, cela, pour lui, était censé refléter un exemple typique de tromperie de l'accusation. Mais en fait, ce qu'il ne vous a pas montré, ce sont les lignes suivantes de la même page. Des lignes qui montrent que son démenti était totalement superficiel et fourbe. Vous les voyez à présent. Comme Banbury l'a expliqué, lorsque Janvier n'était pas d'accord avec Radovan Karadzic, en fonction de ce qui, à ce stade-là, c'est-à-dire le 30 avril 1995, était un fait indéniable, les bombardements à Sarajevo ciblaient des civils, Radovan Karadzic a simplement changé de cap et est passé d'un faux démenti à un écartement de ces bombardements de civils de la part de ses forces, d'une boutade et d'un gros rire. En résumé, il a essayé de créer la fausse impression que l'accusation avait mal cité un document qui lui était favorable et Radovan Karadzic emploie la même tactique de laquelle il accuse l'accusation. Et non content de ce mensonge éhonté, Radovan Karadzic continue et avance que seul le côté musulman aurait pu tirer profit de la souffrance à Sarajevo. Fin de citation. Et qu'en conséquence, il n'aurait eu aucune raison de commencer cette terreur. Page du compte-rendu 48 Bien sûr, cela est directement réfuté par l'échange ci-dessus avec Janvier, pendant lequel Radovan Karadzic a fait remarquer que le bombardement de Sarajevo pour riposter à l'autre camp, pour des événements qui ont eu lieu ailleurs, était une stratégie, et je cite, efficace. Fin de citation.
De même, en mars 1995, Mladic a déclaré au général Smith que les tirs isolés intensifiés des civils sur Sarajevo étaient une riposte contre les pertes de l'armée serbe. Pièce P 2451, paragraphes 94 et 95, et page du compte-rendu 13330. Et Galić a menacé Richard Moll à plusieurs reprises et lui a dit que si les événements qui se passaient ailleurs n'étaient pas à l'avantage des Serbes, la ville serait bombardée. Par exemple, il a dit à Moll à une reprise que si le bombardement d'Igman sur Lukavica ne s'arrêtait pas, il tirerait sur la ville de Sarajevo. Fin de citation. Pièce P 1426, paragraphe 92 à 94. Comme Moll l'a décrit dans ses commentaires plus généraux, je cite, « Il avait été accepté que si le camp serbe n'atteignait pas ses objectifs, et j'utilise ces termes dans le sens le plus large, c'est-à-dire en Bosnie-Herzégovine, cela pouvait être n'importe quoi, d'une plainte locale à quelque chose d'autre qui se passait en Bosnie. L'avis général, et je le partage, était que Sarajevo souffrirait en conséquence. » Fin de citation. Moll a expliqué que cela voulait dire que des tirs d'artillerie auraient lieu sur la ville en réponse. Pièce P 1426, paragraphe 91. Les observations de Moll ont résonné dans la bouche de témoins l'un après l'autre. Et je fais référence là aux éléments de preuve cités dans notre mémoire au paragraphe 609 et aux exemples concrets des forces serbes qui ripostaient en tirant sur les zones civiles de Sarajevo décrites au paragraphe 736. Karadzic a affirmé que la partie serbe n'a pas profité de la campagne de terreur. Ceci est erroné. Lui-même a confirmé le contraire, comme l'ont fait ses subordonnés, ainsi que les officiels militaires de la communauté internationale qui ont observé cela se dérouler sous leurs yeux. À la page du compte-rendu d'audience 8170, Karadzic a invoqué le général de l'armée de Bosnie et Karaveljic à l'appui de ses affirmations que la ASRK avait utilisé le pilonnage en conséquence pour neutraliser les positions de tir de l'ennemi, ce qui est véritablement une affirmation qui induit en erreur. Ce qui a été clairement exposé pendant le procès lorsqu'il a révélé que Karaveljic a dit « Pendant toute la durée de la guerre, les forces serbes n'ont établi aucune distinction entre les cibles civiles et militaires. Tout ce qui bougeait, notamment les piétons civils, faisait l'objet de tirs. Des hôpitaux, des écoles, des bâtiments historiques recevaient directement des tirs d'artillerie, des tirs de mortier et de chars de façon régulière, alors que les maisons, les appartements et tous les lieux de rassemblement tels que marchés et les lignes d'approvisionnement en eau, tout serait pilonné sans qu'il y ait un quelconque schéma à cet effet. Personne ne savait où et quand un obus allait tomber. Chaque endroit était dangereux. Fraser a expliqué cela, cette description faite par Karaveljic. Cela ressemble à ce schéma que nous avons vu lors de notre tour d'inspection, page du compte-rendu d'audience 8170. Karadzic a également parlé de cette arme terrible et catastrophique qu'étaient les lance-roquettes à canons multiples, en insistant que la SRK ne devait jamais les utiliser. Page du compte-rendu d'audience 48015. Tout en disant qu'ils n'étaient pas utilisés de façon régulière, il néanmoins affirmait de façon erronée que les parents de la petite fille de 4 ans qui avait été tuée lors d'une attaque à la roquette dans le centre-ville à la fin du mois d'août en 1995, que cela avait été le cas. Page du compte-rendu d'audience 1953, paragraphe 98-100. Fait important cependant, Karadzic reconnaît que ces roquettes n'auraient jamais dû être utilisées à Sarajevo et conforme qu'ils sont inappropriés et peu précis, que ce système d'armes
sur lequel étaient fixés ces lance-roquettes mobiles. Et bien sûr, il ne peut pas concilier l'idée qu'ils étaient devenus moins terribles et catastrophiques que lorsqu'on les avait équipés sur des bombes aériennes de 100 à 250 kilos. Je souhaite maintenant passer à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le président, oui, nous allons Tenez en audience publique. La greffière d'audience. Nous sommes en audience publique. L'accusation. Karadzic s'est également attaqué au professionnalisme et à l'objectivité des enquêteurs locaux de la police de Sarajevo. Et il a affirmé des choses erronées. La seule chose concrète qu'il a dite, c'est au sujet d'un tir de tireur embusqué dans la rue Nehru, T47 958 à 47 959, où Karadzic dit que la trajectoire verticale de la balle est allée à 70 cm au-dessus de la pièce qui se trouvait être de 2,5 m de haut, ce qui signifie que l'angle d'entrée était trop proche pour que ce soit tiré d'une position serbe. Or, on n'a pas calculé la trajectoire horizontale pour déterminer que cela ne venait pas des positions serbes. Et comme on peut le voir à la pièce P1911, Karadzic n'a pas seulement doublé ou triplé la trajectoire d'entrée, mais il a multiplié par un facteur 9 en affirmant que la balle s'est élevée à 70 cm alors qu'il y a eu 8 cm seulement qui indique un angle de tir de 1,4 degré. Contrairement aux affirmations de Karadzic, les enquêteurs ont bel et bien calculé la trajectoire horizontale en se servant d'une méthode vieille mais bonne, comme nous l'a affirmé le témoin KDZ 477 en utilisant un fil, une corde, et cela a indiqué la trajectoire qui a montré que la balle était venue des territoires tenus par la RSK à Dobrynia 1, T10977. Donc les arguments avancés par Karadzic, pages 47 989 et 47 991, affirmant qu'on s'était trompé, et on prend des citations arrachées de leur contexte de grandes parties de contre-interrogatoire pour induire dans l'erreur les juges de la Chambre de première instance et les faire se tromper pour ce qui est de la signification des éléments de preuve avancés. Ces affirmations, quand il dit qu'un témoin s'était trompé, c'était en fait des prémices erronées avancées par Karadzic lui-même. Ça n'a pas indiqué qu'il y a eu des erreurs de témoins, mais des erreurs au contre-interrogatoire de Karadzic. Par exemple, Karadzic affirme que l'une des grandes erreurs de Necip Jozo, page T9607 à T9609, indique qu'il y avait des positions de la SRK Spitsaslasiena qui ont permis de toucher plus de 100 victimes de tirs de tireurs embusqués. Karadzic a dit qu'il n'y en avait pas eu plus de 10. Et le témoin a répondu, je cite, « C'est ridicule. Nous savons exactement combien de personnes ont été tuées. Nous avons tenu un registre à jour, un fichier. » Fin de citation. Et par la suite, il n'y a pas eu tentative de discréditation de ce témoin. Karadzic a continué avec son interrogatoire. Et par la suite, lors du contre-interrogatoire, à la page 9644 à 9646, l'accusation a demandé le versement au dossier de P1991, qui est un fichier pour Stalingrad, qui montre qu'il y a des dizaines et des dizaines de victimes de tirs de tireurs embusqués à Srebrenik, y compris des enfants et des personnes âgées. Ceci montre que lorsque Karadzic estime qu'il y a eu erreur, c'est tout simplement l'endroit où le témoin n'a pas été d'accord avec lui. Et le témoin avait tout à fait raison. Ça montre qu'il y a eu des citations erronées avancées pour ce qui est des prétendues erreurs commises par les enquêteurs locaux de Sarajevo. Karadzic affirme que Stead Bešić a commis des erreurs cardinales. Puis on
donne en guise d'exemple la page T 9439 à 9440 où Karadzic n'est pas d'accord avec le témoin pour ce qui est de la nécessité de déplacer les corps après Marcaléa ou pas. Et aux pages 94-58 à 64, Karadzic, dans son compte interrogatoire, échoue pour ce qui est de démontrer que l'on avait montré une aile de stabilisation différente. Parce que le témoin a montré que lorsqu'on mettait cela sur une table, et on l'a vu sur une photo, ça apparaît plus court que dans la réalité, parce que les ailettes soulèvent une partie de l'élément de stabilisation. Le témoin a identifié différents éléments qui coïncident avec ce qui se trouve au niveau de la lettre de stabilisation montrée sur la photo et montrée dans le prétoire. Donc il n'y a pas d'erreur du témoin. Il s'agit d'une compréhension erronée des choses de la part du docteur Karadzic. Et on donne par exemple le témoignage de KDZ 166 pour illustrer d'autres erreurs. Par exemple, à la page T82-95, il n'y a pas d'erreur. Le témoin dit tout simplement que son devoir n'avait pas été de déterminer la direction du tir, mais que c'était le devoir des experts en balistique de l'équipe d'investigation. Ou alors à la page T83-16 à 83-17. Une fois de plus, il ne s'agit pas d'une erreur. Karadzic a demandé au témoin s'il avait connaissance du fait que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait lancé une offensive militaire un jour avant qu'il y ait eu une attaque à la bombe aérienne modifiée par les soins du corps de Sarajevo-Romania, chose qui se rapporte à l'incident G15. Et le témoin a dit non. J'étais un officier de la police, je n'étais pas dans l'armée. Fin de citation. Donc il n'y a pas d'erreur. Ou alors à la page T 83-21, il n'y a pas d'erreur non plus. Karadzic essaye de faire en sorte que le témoin tombe d'accord avec lui pour ce qui est d'affirmer qu'à l'usine des fils de fer, on avait fabriqué des obus. Le témoin a tout simplement dit qu'il ne le savait pas. Il en va de même pour ce qui est de ce que Karadzic a affirmé au sujet de KDZ 477, où il a dit que ces constatations étaient inutilisables. Et je me réfère au compte-rendu d'audience, page 10944 à 47, où le docteur Karadzic a tout simplement expliqué, c'est vu expliqué par le témoin qu'il n'était pas un expert en balistique. Et en page 10977 à 978, il y a eu un échange où l'on s'est référé à un même incident de tireur embusqué dans la rue Necru, qui n'a pas été joint à l'avenant de l'acte d'accusation, et Karadzic a de façon erronée dit que la trajectoire de la balle avait été à 70 cm, or que le témoin a dit qu'on n'avait pas déterminé qu'il y avait eu une trajectoire horizontale. Et Karadzic nous montre qu'il ne savait pas qu'il y avait eu un calcul de fait pour ce qui est de la trajectoire horizontale. Et à la place, il a condamné le témoin pour ne pas avoir mis dans son journal qu'il avait utilisé un fil pour calculer la trajectoire. Et en page T 980, le témoin indique que dans ce type-là d'analyse, nous nous servons de fil pour le calculer. Mais je n'ai pas mis dans mon journal que nous avons utilisé un fil. Nous l'avons utilisé pour déterminer l'origine de la balle. Oui, Monsieur le Président, nous allons procéder une heure après l'autre ou une heure et demie après l'autre, le Président. Nous pouvons faire une pause si cela vous convient. Le Président, combien de temps Monsieur Tiger, 90 minutes, donc vaudrait une pause. Le Président, bien sûr, mais je pensais que, dit l'accusation, nous allions travailler par tranche de 90 minutes, le Président. En fait, nous avions prévu une demi-heure entre la réplique et la duplique, mais la Chambre se demande si une demi-heure est suffisante pour la défense pour se préparer, étant donné que les arguments en duplique sont une réponse à la réplique. Le Président, oui, nous pensons la même chose. C'est un petit peu rapide puisque l'accusation a eu tout le temps de se préparer. Donc nous voudrions avoir autant de temps que possible. Président, 45 minutes, est-ce que c'est suffisant? Maître Robinson, nous pourrions peut-être anticiper la pause déjeuner et nous pourrions travailler pendant le déjeuner pendant une heure. Le Président. Après vous avoir entendu, nous allons faire une pause de 20 minutes. Nous reprendrons
à 10h23. Vous levez.